Donc je vous propose d'ouvrir cette troisième session qui aborde un deuxième thème, c'est-à-dire qu'après avoir été sur des considérations plutôt d'ordre général sur les questions d'intervention sur l'existant, on a parlé de la manière d'aborder ce concept, notamment avec une ouverture sur l'échelle du paysage, l'échelle territoriale, l'échelle de la ville. Ici, on va être plus sur des enjeux liés à l'édifice, pas que à l'édifice, mais disons sur des enjeux plus précis, plus circonscrits peut-être, mais qui posent des questions qui vont dépasser le cadre des objets en question. Puisque c'est une session qui s'appelle Contraintes et potentiels, et que ces contraintes et potentiels seront exposés sur deux familles d'objets qui sont très spécifiques. On va déjà avoir Caroline Kerr-Constanzo ici, qui va nous parler des cités EDF de Serre-Ponçon. Je dévoile pas à quoi ressemblent ces cités, comme ça vous aurez la surprise. Et puis ensuite Alexandre Delafoy qui lui va présenter les études qu'il a entrepris sur un autre patrimoine qui est celui d'édifices en béton à Liture en Guadeloupe et en Martinique. Voilà. Et donc on verra comment ces deux interventions-là pourront ouvrir des discussions sur la manière de considérer les spécificités du bâti, leurs contraintes et leurs potentiels. Je vous laisserai chacune le soin de vous présenter. D'accord. Merci. C'est à vous. Donc bonjour à tous. Je suis Caroline Costanzo, architecte à chez MONP. Donc je remercie d'abord les organisateurs pour l'organisation de ces deux journées et également pour l'intérêt porté au sujet que je présente aujourd'hui. Donc mon intervention s'intitule « Les cités EDF du barrage de Serre-Ponçon face au carcan de leur réhabilitation ». Cette contribution vise à interroger le devenir d'ensemble de logements provisoires édifiés dans le cadre d'un événement marquant au siècle dernier pour la région PACA, qui est la construction du barrage de Serre-Ponçon. Donc plus largement, il s'agit d'interroger un ensemble d'habitations marqué par sa cohérence et adossé à un programme contextuel qui a beaucoup évolué au cours des dernières années. Donc pour restituer historiquement et géographiquement la grande épopée de la construction du barrage de Serre-Ponçon, il faut se rendre dans le sud-est de la France, au cœur des Hautes-Alpes, sur la rivière Durance. Donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les enjeux d'un tel projet sont multiples. Il s'agit d'abord de produire de l'électricité, ensuite de réguler les caprices de la Durance, qui est une rivière dévastatrice. Il faut aussi, le barrage a aussi l'utilité d'irriguer les cultures des plaines de la région PACA et enfin d'approvisionner en eau potable les grandes agglomérations de cette même région. Donc dès 1948, l'État mandate la toute jeune entreprise EDF pour relancer les études d'un barrage sur la Durance. Depuis le 19e siècle, on parle de domestiquer cette rivière. Malheureusement, le site idéal retenu qu'on voit sur la diapositive en haut à droite, c'est un goulet situé entre le Serre-de-Monge et le Serre-Ponçon, qui présente une nature de sol trop fragile pour pouvoir créer des fondations en béton armé d'un barrage. Donc au siècle dernier, quand les ingénieurs s'intéressent à nouveau à un barrage sur la Durance, ils vont cette fois-ci s'orienter sur une nouvelle technique venue des États-Unis. Il s'agit d'un barrage poids. Donc c'est un barrage qui est réalisé en remblai. Donc la spécificité de ce barrage, c'est qu'il faut d'une part construire l'usine hydroélectrique et ses ouvrages annexes en béton armé, et d'autre part construire la digue de terre, ce qui nécessite un très grand nombre d'ouvriers sur place. EDF va donc construire 4 cités à proximité immédiate du chantier, à l'aval du barrage, pour loger environ 3000 ouvriers et cadres. La particularité de ces ensembles de logements reposera sur leur mode constructif. Ce sont pour la plupart des constructions préfabriquées destinées à être démontées à la fin du chantier. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à 2 de ces cités qui n'ont finalement pas été démantelées. Il s'agit de la cité de Chaustive sur la commune de La Bréole, indiquée en violet en bas à droite, et la cité du Clap à Espinasse. Donc afin de mesurer la ressource que représentent ces 2 ensembles,
Je vais commencer par vous présenter succinctement leur composition urbaine et architecturale. Et ensuite, dans l'objectif de comprendre les contraintes et potentiels qu'ils renferment, j'évoquerai leur évolution à travers le temps jusqu'aux questions qu'ils soulèvent aujourd'hui. Donc bien que ces ensembles soient composés en grande partie de constructions préfabriquées provisoires, une attention particulière avait été portée à l'organisation urbaine, le cadre paysager et les équipements communs. C'est l'architecte Jean Demailly qui s'était vu confier l'aménagement de ces cités ouvrières, en raison notamment du fait qu'il avait déjà été choisi pour réaliser, en collaboration avec Jean Prouvé, l'usine hydroélectrique du barrage et ses ouvrages annexes. Donc la cité de Tchéostiv que nous pouvons voir sur cette diapositive, construite entre 53 et 57, était destinée pour loger 800 ouvriers et cadres célibataires. Donc implantée en fond de vallée, elle s'organisait sur le principe de séparation des espaces de logement et des espaces de vie communs. Les dortoirs des ouvriers étaient répartis en plusieurs petits îlots, appelés unités de voisinage, et composés pour la plupart de 5 baraquements en forme de L, qu'on voit en bleu sur la carte, disposés de façon à refermer l'espace central. Cette composition permettait de diviser le nombre important d'ouvriers en plus petits groupes pour une meilleure cohésion sociale. Ce lieu extérieur était aussi propice à la pratique de sport. Donc les unités de voisinage s'articulaient ensuite autour d'un noyau regroupant les équipements communs. Donc à Tchéostiv, on avait une cantine, une salle de spectacle et un foyer. Et enfin, on avait un petit équipement commun à l'entrée de la cité qui était le centre médico-social qui servait aussi d'infirmerie et qui, lui, devait être accessible. Donc les logements des ouvriers étaient des baraquements préfabriqués démontables. Ils étaient composés d'un sous-bassement en maçonnerie sur lequel venait reposer une ossature bois. En façade, c'est des plaques de fibrociment lisses qui étaient fixées à la structure et des tasseaux bois faisaient office de joints. La couverture était réalisée en charpente industrielle, toujours en bois, et recouverte de plaques de fibrociment ondulées. L'intérieur des baraquements était composé de plusieurs petites cellules de 3 lits et de sanitaires communs, mais leur système constructif permettait d'aménager l'espace intérieur au gré des besoins. Pour avoir une idée de l'échelle de ces bâtiments, donc, il y avait environ 30 baraquements sur la cité, et ils font chacun 200 mètres carrés. La cité de Tchéostiv n'était pas seulement destinée à loger les ouvriers, elle devait également proposer des espaces communs permettant de structurer une vie sociale collective. Ainsi, des équipements de restauration et de loisirs avaient été construits au cœur de l'ensemble. Donc, à la différence des dortoirs, ces équipements sont des constructions en béton armé. Donc, ce sont des portiques qui sont ensuite remplis de maçonnerie de parpaing. La couverture, c'est une charpente métallique, comme on peut le voir sur la diapositive en haut à gauche, qui était ensuite recouverte de plaques de fibrociment ondulées. Donc, tout comme les baraquements, ce système constructif permettait de franchir de très longues portées. On voit par exemple une photo de l'intérieur de la cantine. Et pour avoir une idée du bâtiment en haut à droite de la cantine, là on voit 2/3 sur la photo de la longueur, mais il faisait environ 80 mètres de long par 13 mètres de large. Et au-delà de leurs principes constructifs, ces équipements communs renfermaient de nombreuses qualités architecturales, notamment dans le traitement de leurs façades. Donc maintenant, on va évoquer la deuxième cité. Je commence déjà par vous dire comment elles ont été faites, et ensuite on verra ce qu'elles sont devenues. Donc on va évoquer la deuxième cité du CLAP, qui est construite à partir de 1955 et qui est destinée à loger cette fois-ci les ouvriers et cadres mariés. Elle présente de nombreuses similitudes avec la première cité. D'une part, elle est organisée sur le principe des unités de voisinage, qui s'articulent autour d'un noyau qui est cette fois-ci occupé par une école. Et d'autre part, comme à Tchéostiv, les habitations sont essentiellement des constructions préfabriquées. Sont d'ailleurs toutes des constructions préfabriquées là. Donc la cité du CLAP, elle est implantée sur un site en légère déclivité orienté au sud, non loin du centre historique du village d'Espinasse. Donc pour bâtir cette cité, EDF lançait un concours afin de sélectionner les sociétés qui auraient la charge de construire les 200 logements qu'elles devaient regrouper. Donc un peu sur le principe des concours lancés par le MRU, l'objectif était d'avoir une pluralité de systèmes constructifs et de typologies. On retrouvera donc 3 constructeurs sur la cité du CLAP, avec 3 systèmes constructifs différents et 2 typologies développées, à savoir les maisons en bande et les petits collectifs en R+1. Donc l'organisation urbaine initiale attribuée à Jean Demailly était composée de 7 unités de voisinage. Donc 5 d'entre elles étaient réservées aux ouvriers mariés et leurs familles. Elles présentaient 2 bandes de maisons en rez-de-chaussée se faisant face et un petit collectif de 4 appartements sur une de ses extrémités. C'est les bâtiments qu'on voit en bleu. Ce bâtiment plus élevé était implanté perpendiculairement à la pente et venait refermer et intimiser l'espace extérieur central où les enfants pouvaient s'adonner au jeu. Une unité de voisinage telle que celle-ci comptait 18 logements.
donc telles que celles qu'on voit en bleu. Les deux autres petits ensembles destinés à loger les cadres mariés et leurs familles, représentés en orange et en violet, ne présentaient pas cette organisation. Cependant, ces constructions étaient également implantées parallèlement aux courbes de niveau. Et cette composition générale, amplifiée par l'harmonie des façades qu'on évoquera plus tard, donnait une certaine harmonie à l'ensemble de la cité. Donc, pour décrire rapidement les procédés qui ont été retenus, on va commencer par le procédé le plus répandu, celui de la Société des Maisons Phénix. Donc, leur système constructif était composé d'une ossature et d'une charpente métallique formant portique. Les poteaux étaient disposés sur une trappe de 1 mètre, tandis que les fermettes de la charpente étaient disposées tous les 2 mètres. Une sablière haute venait ensuite solidariser l'ensemble. Le squelette métallique reposait sur des murettes en béton et la dalle était coulée sur un hérisson. L'isolation était assurée par la mise en place de panneaux d'isopan, qui étaient des panneaux dont l'aspect intérieur final était du contreplaqué. Donc ensuite, les façades étaient habillées par des plaques de fibrociment ondulées, tout comme les toitures. Le second procédé, qui est un peu moins répandu dans la cité, il y a environ 14 logements, c'est le procédé de la Société Nouvelle de l'Industrie du Bois, qui était une société de la région parisienne. Ce système constructif est également issu de la préfabrication. Cette fois-ci, mettait en œuvre le matériau bois. Donc toute la structure était réalisée en bois, y compris la charpente. Les façades ensuite étaient habillées en planches de bois. Et la toiture était également couverte de plaques de fibrociment ondulées. Et le soubassement était, comme pour les maisons Phénix, des murets de béton et des dalles sur hérisson. Enfin, le dernier procédé, c'est le procédé AWB, Atelier des wagons de Brignoux, qui est une société dans l'agglomération de Grenoble, je crois, elle se trouvait. Donc celui-ci mettait en œuvre le béton, le bois et le métal. Donc les immeubles étaient construits sur un sous-sol en béton armé. Ensuite, les 2 niveaux au-dessus du sous-sol étaient composés d'une ossature métallique, puis habillés de panneaux bois en façade. La toiture était de type toit-terrasse et la dalle intermédiaire, toutes deux étaient réalisées en métal et la toiture était recouverte de tôle et la dalle intermédiaire de plancher bois. Donc sans en connaître la raison exacte, on sait aujourd'hui que ces cités n'ont jamais été démantelées et qu'elles sont toujours ici. Elles ne posent pas les mêmes questions, puisque la première cité, la cité de Chostive, ne connut pas du tout la même évolution que la seconde, la cité du Clap. Donc en 61, la mise en eau du barrage de Serponçon sonne la fin du chantier. Les ouvriers quittèrent la région pour suivre les travaux d'aménagement du canal EDF. La cité de Chostive, vidée de ses ouvriers, fut cédée gratuitement par EDF au syndicat intercommunal du bas canton de Chorges, qui est une collectivité locale. Ce dernier confia la gestion à un promoteur qui désirait faire du site un hébergement de tourisme de type motel. Donc pour cela, il prévoyait alors il conservait l'usage des équipements communs, la cantine, la salle de spectacle qui est aussi un cinéma. Les baraquements des ouvriers, il prévoyait d'en faire des chambres d'hôtel et il prévoyait de construire une piscine et un téléphérique qui pourrait fonctionner avec une station de ski qui pas très loin. Ce lieu pouvait ainsi fonctionner été comme hiver. Donc la piscine fut bel et bien construite dans les années 70 et elle a été exploitée jusque dans les années 80. Les baraquements des ouvriers ont aussi subi des modifications, notamment sur l'aménagement intérieur et ils ont reçu un enduit à l'extérieur. Cependant, cet ensemble de tourisme n'a jamais eu le succès escompté, et notamment parce que nous savons qu'après la mise en eau du barrage de Serponçon, le lac, ce barrage a donné naissance à un lac, le lac de Serponçon, autour duquel le tourisme s'est développé. C'est-à-dire que l'amont du barrage était très, très propice au tourisme, alors que l'aval s'est plutôt retrouvé délaissé après la construction. Donc le fait que cette cité n'eut pas le succès escompté, elle manqua cruellement d'entretien. Donc à partir des années 90, alors que la cité de Chostive présente encore un état relativement satisfaisant, le syndicat intercommunal local reprend la gestion de l'ensemble. Donc un projet de stade est d'abord envisagé pour occuper les lieux, mais très vite il est abandonné. Ensuite on projette de faire un point infotourisme dans les locaux du centre médico-social qui est en bordure de départementale. Mais comme le stade, ce projet ne voit pas le jour, notamment en raison d'un captage d'eau potable à proximité. Durant cette même période, le poste de la commune est révisé et la zone est classée inconstructible. En cause, le risque inondation.
alors que EDF avait assuré aux services préfectoraux que la proximité du bassin de compensation qu'on voit en haut à droite ne présentait aucun risque de débordement. Donc la cité de Chostiv fut progressivement abandonnée et la végétation reprit le dessus. Dans les années 2000, la salle de spectacle et la piscine sont démolies. Et en 2016, la commune de La Bréole adopte un nouveau PLU. Donc la cité de Chostiv, cette fois-ci, est classée en zone naturelle, donc plus précisément en zone NL, qui indique que sont admis les aménagements et constructions liés à l'activité sportive, touristique et de loisirs, et ceux nécessaires aux services publics d'intérêt collectif. Malheureusement, ces prescriptions rendent tout projet difficile, du fait notamment de leur manque de précision. Par ailleurs, la zone est toujours considérée comme inondable, mais aucun plan de prévention des risques d'inondation ni aucune cote de crue de référence n'a été fourni, ajoutant de l'ambiguïté à un éventuel projet de réhabilitation. Donc la cité de Chostiv sert aujourd'hui de terrain d'entraînement pour les pompiers. Sur la trentaine de baraquements qui existaient à l'origine, seulement une dizaine subsistent, ainsi que la cantine, le foyer et le centre médico-social. Donc une nouvelle contrainte vient donc freiner la réutilisation de cet ensemble, c'est l'état général déplorable du bâti et du cadre paysager. Donc pourtant, la cité de Chostiv est constitutive de ressources pour l'architecture. Les équipements communs encore debout aujourd'hui, qui, rappelons-le, furent construits en béton, pourraient être réhabilités une fois qu'on aurait vérifié la solidité des structures. Concernant les anciens baraquements, il est clair que c'est difficile, voire impossible, de réhabiliter les parties molles, mais ils ont été construits sur des sous-bassements solides qui pourraient faire office de vide sanitaire et recevoir de nouvelles ossatures. Au-delà des deux contraintes qu'on vient d'évoquer, l'ambiguïté des règlements et le mauvais état général de la cité, un éventuel projet de réhabilitation met en évidence une autre difficulté, c'est l'usage qu'on pourrait faire de ces constructions. La volonté de réutiliser le bâti existant ne suffit pas à élaborer un projet de réhabilitation durable. Il faut pouvoir opérer une transition dans laquelle le nouvel usage sera à la fois en adéquation avec les constructions existantes, mais également avec leur environnement. Ce problème d'usage à Chostiv est directement lié avec sa configuration géographique, parce que d'une part, elle est située à l'aval du barrage, qui est un secteur beaucoup moins prospère que l'amont. D'autre part, elle est implantée en fond de vallée et ne bénéficie pas d'un ensoleillement optimal. Et enfin, à la différence de la cité du Clap, la cité de Chostiv est installée à une dizaine de kilomètres du centre du village auquel elle est rattachée. Donc maintenant, nous allons parler de l'évolution de la cité du Clap. Donc bien que située à moins de 2 km de la cité de Chostiv, la cité du Clap n'a pas connu la même transition après le départ des ouvriers et ne pose pas les mêmes questions aujourd'hui. À la fin du chantier, la cité du Clap fut, comme son homologue, cédée gratuitement par EDF au syndicat intercommunal local, lequel attribua la gestion au même promoteur, qui cette fois-ci décida d'en faire des résidences secondaires. Et pour s'assurer du paiement des loyers, il louait les appartements exclusivement à des personnes retraitées. Ce qui eut deux conséquences malheureuses, c'est que d'une part, les constructions manquèrent à nouveau d'entretien, et d'autre part, le village manquait de résidents permanents, village qui dans les années 50 était passé de 250 à 1350 habitants. Donc au début des années 90, le syndicat intercommunal reprend également la gestion de la cité du Clap et choisit de le louer en tant que résidence principale à loyer modéré. Donc dès lors, cet ensemble va connaître un succès important, puisqu'il a de nombreuses qualités. Tout d'abord, il offre un logement en milieu rural non loin de l'agglomération gapençaise, qui se trouve à une vingtaine de kilomètres. Ensuite, tous les logements disposent d'un petit jardin privé. Et enfin, il est loué à un prix très intéressant. Donc les conséquences d'un tel succès furent l'impossibilité d'engager une réhabilitation globale de la cité, puisqu'elle est sans cesse occupée. Et par ailleurs, le nombre important de logements, environ 200, aurait entraîné un coût trop important pour la collectivité si des travaux de la totalité de l'ensemble avaient été entrepris. Pourtant, les constructions souffrent de deux pathologies, à savoir le manque d'isolation dans une région où les hivers sont parfois très rigoureux et la présence d'humidité à l'intérieur des logements qui rend ceux-ci insalubres. Donc des travaux furent quand même engagés îlot par îlot dans les années 90 et jusque dans les années 2000. Donc on ajouta des sas thermiques qu'on peut distinguer sur les photos à droite. On a installé des panneaux isolants sous les fenêtres, on a changé les chaudières. Enfin je dis on, mais c'est pas moi qui ai fait tout ça. Ces petites rénovations successives entraînèrent malheureusement la perte de l'unité architecturale qui régnait autrefois dans la cité. L'harmonie des couleurs et des matériaux des façades qui auparavant étaient composés du blanc des maisons Phoenix, du bois des bâtiments SNIB et du métal des immeubles AWB avait complètement disparu.
On retrouvait des teintes allant du rose pâle au vert foncé en passant par du gris et du jaune orangé. Et par ailleurs, tous ces travaux qui avaient été entrepris ne suffirent pas à résoudre les problèmes thermiques et d'insalubrité, engendrant une nouvelle difficulté, la fragilité sociale de ses habitants. Donc en 2016, la commune rachète l'ensemble de la cité et lance en 2018 un projet de requalification exemplaire et innovante du quartier du Clap. Gros projet. Ce projet vise à améliorer le confort et l'esthétique de la cité dans une démarche durable, avec des logements répondant à des normes environnementales selon la classification BDM et des normes thermiques de type BPOS. Il doit également permettre d'améliorer l'image de la cité afin de créer de la mixité en attirant des familles issues de trajectoires sociales différentes. Enfin, l'idée est aussi de densifier l'habitat qui est très demandé dans ce secteur. Donc cette première proposition ne cible qu'un seul îlot, le hameau Yougoslavie, mais il doit par la suite s'appliquer aux autres unités de voisinage de la cité. L'architecte retenu est l'agence Solari, architecte associé. Il est épaulé de 2 sociologues, un paysagiste et de bureaux d'études techniques. Et ce groupement de maîtrise d'œuvre va donc mettre au point un projet qui remplit tous les critères architecturaux, environnementaux et sociaux dictés par la mairie. Donc, ainsi, il est prévu la réhabilitation des constructions existantes avec une première phase de désamiantage, le remplacement des toitures, la pose d'un ITE, la modification de l'agencement intérieur de certains logements dont le séjour est exposé au nord, et enfin l'extension de l'espace intérieur par la mise en place de serres bioclimatiques permettant également de stocker l'énergie solaire la journée pour la restituer dans le logement la nuit. Des constructions neuves sont également projetées dans le but de densifier le quartier, ainsi qu'une maison en partage destinée à créer de la mixité intergénérationnelle. Enfin, tous les aménagements paysagers seront retravaillés afin de redéfinir les circulations piétonnes et motorisées. Mais un tel projet n'est pas simple à mettre en œuvre et de nouvelles difficultés l'accompagnent. Donc d'une part, il faut soigner l'approche sociale, puisque ce projet est le premier d'une longue série. Mais lorsqu'on entreprend des travaux en site occupé et où les constructions sont louées, donc le bailleur, ici la mairie, est soumis à une obligation de concertation locative afin d'expliquer tous les aspects du projet et le déroulement des travaux aux locataires. Ces démarches sont délicates, notamment du fait que dans le cas de la réhabilitation de la cité du Clap, les résidents sont des personnes socialement fragiles, qui sont peu attachés à l'aspect environnemental du projet et plutôt inquiets des répercussions qu'il aura sur leur loyer et le calme qui règne dans la cité. Une autre difficulté se pose, c'est que la réhabilitation de constructions provisoires telles que celle-ci entraîne des problèmes d'ordre technique. Lors d'études plus poussées sur les structures des maisons Phoenix, il a paru que l'ossature métallique n'était pas assez solide pour supporter le poids de l'ITE. Donc il fallut donc envisager de doubler cette ossature par une ossature secondaire en bois, sur laquelle viendrait se fixer l'ITE. Au-delà de l'aspect strictement technique, cela engendrait une difficulté supplémentaire dans le budget qui était déjà très serré. Enfin, une dernière problématique d'ordre plutôt organisationnel se présenta lorsqu'il fut connu que les financements seraient d'abord débloqués pour la rénovation des logements existants et ensuite pour la construction des logements neufs, alors que le groupement de maîtrise d'œuvre avait prévu de construire d'abord les logements neufs pour pouvoir loger les habitants des logements existants le temps de leur réhabilitation. Donc les travaux devaient commencer au premier trimestre 2022. À l'heure actuelle, pour l'instant, rien n'a encore été engagé. Donc les cités EDF du barrage de Serre-Ponçon nous montrent que le bâti existant, quelle que soit sa composition, est potentiellement une ressource pour l'architecture. Mon intervention est l'occasion de questionner les contraintes auxquelles ce type de construction peut être confronté dans le cadre d'un projet de réhabilitation. Donc qu'elles soient d'ordre réglementaire, financière, liées à l'usage ou encore technique, toutes ces difficultés ne doivent pourtant pas être une entrave à la réutilisation de cette ressource non négligeable. Si la cité de Chaustive ne peut trouver de nouvel usage, elle peut être démantelée et réemployée afin de servir d'autres projets et redonner au site qu'elle occupe son aspect naturel initial. On la voit en bas à gauche, la cité de Chaustive. Concernant la cité du Clap, la ressource qu'elle représente en termes de logement social pour le secteur géographique est évidente. Il est donc nécessaire d'améliorer ses performances thermiques. Au-delà de la ressource matérielle que ce bâti renferme, il est important de mesurer son intérêt historique. Ici, les cités EDF du barrage de Serre-Ponçon illustrent l'histoire de cette région qui a tant changé au cours du siècle dernier. Elles sont également le témoin de la modernité en architecture, à travers le développement de l'industrialisation du bâtiment, et également une brève séquence de l'œuvre de l'architecte premier Grand Prix de Rome, Jean de Mailly. Pour conclure cette présentation, c'est aussi l'occasion de parler des territoires ruraux, et notamment des territoires de montagne, qui aujourd'hui doivent faire preuve de résilience face au changement climatique.
Si ce dérèglement entraîne le bouleversement des activités de montagne, il n'est pas exclu de voir des exodes climatiques où les populations fuiront les secteurs surchauffés tels que le bassin méditerranéen non loin pour venir se réfugier dans des secteurs plus tempérés tels que la montagne. D'où l'importance de préserver la ressource architecturale qu'elle détient. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. Je me dis que peut-être on pourrait faire différemment que ce matin. Simplement compte tenu des approches assez différenciées des deux orateurs qui viennent. Ça n'empêche pas à la fin qu'on puisse reprendre des questions à la lumière de la deuxième intervention pour vous. Mais je vous propose quand même de prendre au moins un quart d'heure là, déjà à chaud, pour voir si vous avez des questions pour notre oratrice. Merci. J'avais une question très simple. Comme Valais. Une question très simple. J'ai pas compris quelle est votre posture là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes architecte, mais est-ce que vous avez participé au projet ou Non, pas du tout. J'aimerais bien. Expliquez en fait. En fait, c'est le thème de mon mémoire de recherche que j'ai fait dans le cadre de mon diplôme il y a quelques années et que j'essaye un peu de développer. Mais j'ai essayé d'avoir un peu plus de renseignements sur où en est, par exemple, à ce stade, le projet de réhabilitation, mais j'ai pas eu la réponse. Je n'avais pas bien compris si c'était un projet de recherche ou si vous faisiez partie de l'agence d'architecture qui proposait le projet. C'était juste pour comprendre un petit peu ce contexte. Merci. Je voulais savoir si il avait été envisagé à un moment ou à un autre de démanteler certains baraquements pour réemployer les matériaux d'une autre façon. A priori, alors je pense pas, enfin vous parlez notamment pour la cité de Chostive. Oui. Je pense pas que la collectivité locale a conscience en fait de la ressource qu'elle pourrait être cette cité si on la démantelait, parce qu'effectivement, enfin. Honnêtement, je ne vois pas vraiment comment on pourrait aménager quelque chose dans ces locaux, parce que, comme je l'ai expliqué, sa situation géographique est vraiment pas idéale. Mais effectivement, on pourrait la démanteler. Et par exemple, elle pourrait non seulement servir la cité d'à côté qui est en train d'être réhabilitée, quoi. Mais je pense que, démanteler un tel projet, parce qu'en plus, ça doit être blindé d'amiante là-bas, donc ça entraîne des coûts, à mon avis, trop importants pour... Le village de la Bréole, j'ai pas en tête combien il y a d'habitants, mais c'est peut-être un village qui doit faire 300 ou 400, 500 habitants, quoi. Donc c'est pas des collectivités qui ont des financements très importants, à mon avis. C'est vrai que là, on aurait un cas d'école d'héritage qui est construit en préfabriqué. Et on pourrait se dire que le préfabriqué se prêterait bien au démantèlement. Mais tout dépend du fait que de l'assemblage des éléments entre eux, parce que c'est des assemblages réversibles, parce qu'aujourd'hui, le béton préfabriqué, il est relié à d'autres éléments avec du béton qu'il faut démolir pour... Donc c'est pas forcément simple, en fait. Alors, je ne sais pas ici, les éléments préfabriqués, si dans la cité de Chostive... il s'agirait des panneaux peut-être qui sont amiantés, donc cela c'est peut-être compliqué d'en faire quelque chose. Et après, si j'ai bien compris, c'est de l'ossature bois. Tout à fait. Oui, c'est ça. De l'ossature bois et des charpentes, de la fermette industrielle en bois, quoi. Donc après, je sais pas, j'ai été voir sur place. Pour moi, ça devrait pas être très compliqué de démanteler les baraquements puisqu'ils ont été construits dans le but d'être démantelés à l'origine. C'est juste que ce phénomène n'a jamais eu lieu, mais à la base, ils avaient été construits pour être démontés, quoi. Alors effectivement, les équipements communs, non, par contre. Je pense que, en fait, on a essayé de comprendre pourquoi à un moment ils avaient choisi de construire ces équipements communs en béton armé. Et comme on était quand même à une période du siècle dernier où on manquait cruellement de bâtiments et de logements, on se dit qu'à un moment il a été question finalement de conserver ces constructions, quoi.
Mais pour moi, les baraquements des ouvriers pourraient être démantelés, ils pourraient être réutilisés pour être réintroduits dans le circuit constructif. Donc Mélanie Beignet-Philippe, moi c'est plus en termes de perspective de recherche parce que donc vous dites que c'était votre sujet de mémoire et je crois qu'il y a une envie peut-être de poursuivre en thèse si j'ai bien compris, peut-être d'aller prendre des exemples, s'alimenter, alors ça a peut-être déjà été fait dans le cadre du mémoire, mais de villages comme ça, je pense notamment au Town Company, il y a beaucoup de recherches notamment au Québec au Canada sur ces villes de compagnie, on appelle ça villes de compagnie, où il y en a certaines qui ont même été patrimonialisées. Il y a notamment Arvida à côté du Québec, où il y a une vraie réflexion en termes de recherche, d'inventaire. Il y a une méthodologie précise, etc., qui peut-être peut alimenter ces réflexions, ces mises en comparaison aussi. Il y a le contexte local, mais pour arriver peut-être prendre une petite perspective par rapport à des méthodologies ou des pistes même d'évolution en fait par rapport à ces cités. Je ne sais pas si ça a été fait peut-être déjà dans le cadre du mémoire. Alors oui, dans le cadre de mon mémoire, je m'étais plus attachée à regarder d'autres cités ouvrières de construction d'autres barrages en France. Voilà, ouais. C'est vrai que j'ai pas été au-delà de... Mais j'ai pu voir dans mon mémoire qu'il y avait des cités ouvrières qui avaient été réutilisées, par exemple... je crois que c'était le barrage d'Enchanay, alors je ne me rappelle plus exactement, ça doit être situé dans la Loire ou en Ardèche. Et la cité ouvrière, elle a été réhabilitée, ils en ont fait un CCAS. Mais bon, par exemple, typiquement un CCAS, un hébergement de tourisme, par exemple, à Chaustive, on a bien vu que ça ne pouvait pas fonctionner parce que la région, le tourisme, il est vraiment développé à l'amont du barrage, là où il y a le lac. Et c'est vrai que l'aval, il n'est pas du tout orienté vers le tourisme, quoi. Mais merci pour l'info sur le Canada. Moi, je voulais juste poser une question par rapport à l'avancement de cette recherche. Est-ce que vous avez suffisamment de données? Est-ce que vous avez essayé de prendre de recul pour apporter une analyse critique des deux opérations d'intervention? Alors, déjà, j'ai pris du recul parce que moi, quand j'ai commencé mon projet de recherche en mémoire, pour moi, la cité de Chaustive, c'était un truc incroyable. Donc déjà, j'ai pris du recul en me disant qu'effectivement, la seule solution pour ces bâtiments, c'est de les démanteler et de redonner au site son aspect naturel, quoi. Après, bon, pour la cité du Clap, j'aimerais bien essayer d'être plus, dans le projet de réhabilitation, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'arrive pas à avoir les infos de la part de l'architecte qui fait les travaux. Alors, ce que je vous propose, c'est pour l'instant, conserver en tête que vous avez encore du temps de discussion possible qui pourrait émerger après la confrontation avec la deuxième intervention de cette session. Alexandre Delafoy, c'est pareil, je te laisserai peut-être le soin de te présenter. Et suite aux questions dédiées plus spécifiquement à cette deuxième intervention, on vous rappellera pour que, ensemble, vous puissiez relancer la discussion. Alexandre, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, Alexandre Delafoy, enseignant STA de structure à Nantes, après avoir passé 16 années à Marseille. STA, et vous allez voir que ça va un petit peu se voir dans la présentation. Donc, la problématique générale, c'est la question de la préservation du patrimoine architectural en zone de forte sismicité, en métropole, mais surtout pour ce qui concerne la France aux Antilles, qui sont les zones les plus sismiques du territoire français. Et je vais, même si, me focaliser sur un exemple très précis, sans rentrer dans l'architecture elle-même, c'est-à-dire que je vais quand même avoir une approche très scientifique au sens de sciences dures et d'ingénierie, plus que d'architecture. Même ce qui m'intéresse, c'est la question comme du patrimoine architectural à Liture, en Guadeloupe, qui est un exemple parfait pour parler de cette problématique. Donc d'une manière générale, pour un édifice ancien situé en zone de forte sismicité, ce que j'entends par édifice ancien, c'est un édifice... c'est juste que j'ai peur des... On va voir. Ce que j'attends par édifice ancien, c'est dans le contexte parasismique, c'est un édifice construit avant les réglementations parasismiques actuelles, sachant qu'une réglementation n'est pas forcément appliquée tout de suite,
Donc très concrètement, et sans pouvoir donner des dates précises, parce qu'il n'y a pas de date précise, tout ce qui a été construit avant les années 70-80, on peut considérer que ça a été construit sans aucune réglementation parasismique. Donc c'est ce que j'entends par édifice ancien dans ce contexte-là. Donc les pratiques les plus courantes sont l'inaction, on ne fait rien. Le risque sismique est là, mais on ne fait rien de particulier. La désaffection, soit parce qu'on sait qu'il y a un danger, soit pour une autre raison, le bâtiment est abandonné. La démolition pour une éventuelle reconstruction, ou le renforcement, quand on souhaite garder le bâtiment, par une structure additionnelle, généralement pensée et dimensionnée pour reprendre l'intégralité des charges sismiques réglementaires. La conséquence, c'est qu'on a une alternative assez simple. Soit on prend le risque d'accepter une mise en danger excessive des usagers, sans être pour autant capable de la quantifier, de l'évaluer, faute d'études. Soit, si on souhaite prendre en considération le risque sismique, on accepte dans la pratique souvent une dégradation importante du patrimoine et des coûts économiques importants engendrés par les travaux qui sont menés pour assurer le renforcement. Donc évidemment, aucune de ces deux solutions n'est vraiment satisfaisante. L'objet, avant même d'arriver là, donc de cette intervention, c'est d'essayer d'esquisser deux grandes pistes avec les outils scientifiques à disposition, des outils scientifiques à disposition, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif, deux approches qui permettraient de justifier la sécurité des occupants, tout en minimisant au maximum la nécessité d'intervention lourde, voire en justifiant la non-utilité d'intervenir sur le bâtiment. C'est la finalité finale, si je puis dire, de cette recherche et de ce propos. Donc le patrimoine d'Alitur en Guadeloupe, je vais en parler quand même rapidement, c'est plus de 100 édifices qui ont été construits sur une période très courte, dans les années 30, après le cyclone de 1928 qui a démoli une grosse partie des bâtiments de Guadeloupe à l'époque, qui étaient des constructions généralement en bois, légères. Donc Alitur a été missionné à l'époque par le ministère des colonies, c'est comme ça que ça s'appelait, pour reconstruire presque une centaine de bâtiments publics de toute taille et de toute fonction. Il a construit aussi quelques bâtiments privés, notamment des bâtiments aussi pour l'évêché de Guadeloupe. Et donc ces bâtiments ont été, on va dire, l'occasion, si je puis dire, d'importer en Guadeloupe l'architecture moderne, le courant d'architecture moderne, et son corollaire, le système constructif en béton armé, plus précisément le système constructif à base d'ossature en béton armé, avec remplissage, en l'occurrence, des blocs de béton. Cette architecture a des qualités indéniables, et quand on tombe dessus, on est presque obligé d'en tomber un petit peu amoureux, ça a été mon cas, de s'y attacher fortement. Cette architecture a comme caractéristique notamment de s'être adaptée malgré, de concilier, on va dire, mouvement moderne et adaptation à un contexte très spécifique, un contexte tropical, donc avec nécessité d'une protection solaire, d'une gestion des eaux de pluie et de gérer la ventilation naturelle pour des raisons de confort thermique, avec une gestion notamment des horizontalités, des toitures, des corniches, des débords de toiture, des appuis de fenêtres, qui sont très typiques, très caractéristiques de l'architecture d'Alitur. Quelques édifices parmi cette centaine et quelques sont classés à l'inventaire des monuments historiques, assez peu, je n'ai pas le nombre exact, mais c'est de l'ordre d'une dizaine, et tous les autres sont plutôt remarquables, mais ne sont absolument pas protégés. Et tous ces édifices sont supposés, donc c'est on suppose, le on est assumé, on suppose que ces bâtiments sont très vulnérables au séisme, sont des dangers pour les occupants, à tort ou à raison. En tout cas, si on pose la question à un bureau d'études guadeloupéen, sa réponse tout de suite, avant son étude et après son étude, qui confirme son intuition généralement, c'est oui, c'est extrêmement vulnérable, donc il faut absolument recourir à la démolition ou à l'adjonction d'une structure qui reprend 100% des charges sismiques. Quelques exemples de bâtiments Alitur encore existants, parce que certains ont été démolis, donc n'existent plus. Alors ça, c'est l'exemple d'un bâtiment qui est encore en activité et dont l'activité est celle qui était prévue initialement, donc à savoir une école primaire.
Donc, initialement, 2 écoles sur le même site. Ici, l'école des filles, ici, l'école des garçons. Aujourd'hui, c'est mixte. Les 2 bâtiments servent, mais voilà, indépendamment de la question des genres. Donc, ça fait partie des rares bâtiments qui sont encore occupés. Donc, la question qui se pose ici, est-ce que les enfants sont en danger, oui ou non? Je ne sais pas. Un exemple de bâtiment qui a été abandonné depuis très longtemps, le Justice de paix de Port-Louis, donc un bâtiment donc, qui faisait office de palais de justice local, qui est laissé évidemment au climat et aux intempéries tropicales, donc qui vieillit à vitesse accélérée, avec des bétons qui sont extrêmement dégradés, et accessoirement un trait de côte qui recule, et un bâtiment qui va sans doute mourir de la mer plus que des séismes, en tout cas d'un point de vue statistique, probabiliste. Un exemple un peu hybride d'une ancienne école primaire qui n'est pas abandonnée, qui sert de local de stockage pour la mairie de Morne-à-l'Eau en grande partie. Et le seul enseignement qui s'y déroule encore, c'est des cours de musique dans une des nombreuses classes qui forment cette école. La préfecture, qui était le palais d'Orléans à l'origine. Donc ça, c'est un bâtiment assez intéressant parce que c'est un des gros édifices publics d'Aliture qui fait l'objet actuellement d'une réhabilitation, pas d'une réhabilitation, d'un renforcement, d'une restauration avec renforcement. Alors c'était très long parce que évidemment il y avait de gros conflits ou en cas de compréhension et de difficultés à se mettre d'accord entre l'architecte en charge de ce bâtiment et les différents bureaux d'études qui sont succédés sur les bonnes méthodes à utiliser pour renforcer ce bâtiment. Finalement, ce chantier, du coup, est en cours et même sur le point d'être fini. Je n'ai pas en tête le montant des travaux, mais je sais qu'il est hallucinant. Et ce que je sais, pour donner des ordres de grandeur, c'est que tous les murs faisaient à peu près 25 cm d'épaisseur, ce qui est l'épaisseur, je dirais, typique chez Aliture, quelle que soit l'échelle des bâtiments. Et aujourd'hui, ils font 50 cm d'épaisseur. C'est-à-dire, en gros, les murs ont été doublés de voiles en béton armé de 25 cm d'épaisseur. Donc, en gros, on peut dire qu'il est 2 fois plus chargé en matière, 2 fois plus lourd, même plus que 2 fois plus lourd sans doute, qu'il ne l'était au départ. Les proportions extérieures ne sont pas modifiées, mais les épaisseurs et donc certains éléments qui ont été quand même modifiés de manière substantielle. Donc je ne parle pas de l'architecture, je vous laisse remarquer notamment les dispositifs qui permettent d'assurer la ventilation naturelle. Je peux confirmer pour avoir pratiqué ces espaces qui sont extrêmement confortables d'un point de vue thermique. Un autre exemple de réhabilitation, alors plutôt raisonnable. On a juste 3 x 2 croix de Saint-André métalliques qui ont été rajoutées, et j'imagine les systèmes de fondation qui vont avec, quoique je n'en sais rien, mais j'imagine, sur ce bâtiment administratif du CHU de Pointe-à-Pitre. Donc voilà, un exemple d'intervention. Bon, l'air pas forcément convaincant, mais qui est ce qui se fait dans la pratique quand on décide de se préoccuper de ce genre de bâtiment d'un point de vue sismique. Le Conseil général à Basse-Terre, qui est dans son jus, qui est un très beau bâtiment, qui n'a fait l'objet d'aucun travaux, d'aucune réhabilitation, qui est occupé. Potentiellement dangereux, je ne sais pas. Quelques plans types des écoles à Aliture, donc qui ont été faits dans le cadre d'un travail de recherche qui portait sur ces écoles. Quelques coupes types structurales sur les structures de ces bâtiments, de ces écoles à Aliture, donc ossature béton armé. Un petit rappel, si je puis dire, du contexte sismique. Donc, les bâtiments d'Aliture ont été construits donc, dans les années 30. Le dernier très gros séisme de Guadeloupe, c'est 1843. C'est le séisme en gros qu'on attend, pour lequel on se prépare. Donc, le séisme réglementaire correspond à celui de 1843. On n'a pas eu de séisme majeur depuis Aliture. Donc, pour l'instant, les bâtiments d'Aliture n'ont suivi que des séismes mineurs ou modérés, mais absolument pas représentatifs de ce à quoi on se prépare. Donc on n'a aucun moyen de savoir comment ils vont se comporter, tellement les échelles sont différentes entre ce qui s'est passé jusqu'à présent et ce pourquoi on est censé se préparer. Et j'en arrive du coup à la réglementation parasismique. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire en matière de justification de la tenue des bâtiments existants au risque sismique? Des textes, il y en a d'autres, essentiellement l'Eurocode 8, avec l'Eurocode 8.1 qui est valable pour tous
le neuf et l'existant, et l'Eurocode 8.3 qui est spécifiquement orienté vers l'existant avec des méthodes et des approches spécifiques à l'existant. L'Eurocode 8 est loin d'être parfait, il est loin d'être nul non plus. Voilà, il n'est pas complètement adapté, il est partiellement adapté à la situation, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est important d'être nuancé. Et le décret, l'arrêté du 22 octobre 2010, qui met en application l'Eurocode dans la réglementation française, avec notamment le zonage, la définition des accélérations de calcul et tous les paramètres qui sont propres au contexte français. L'objectif de l'Eurocode, donc, c'est de sauver les vies humaines, donc c'est d'éviter la mortalité, pas forcément les blessures, mais la mortalité, limiter les dommages matériels et maintenir opérationnelles les structures stratégiques comme les hôpitaux, les casernes, etc. Les obligations pour le bâti existant, aucune. Aucune pour les bâtiments existants, sauf si le seuil dit des travaux lourds, même si le terme n'est pas dans l'arrêté. C'est-à-dire que si un certain pourcentage d'éléments de structure ou de plancher est modifié, alors il y a obligation de justifier l'intégralité du bâtiment par rapport au risque sismique. Sans ce dépassement des seuils de travaux lourds, chaque maître d'ouvrage a la liberté de faire ce qu'il veut. Ne rien faire ou mettre à niveau, entre guillemets, son bâtiment en fixant librement l'exigence qu'il veut bien se fixer pour cette mise à niveau. Peut-être un petit commentaire, oui, aussi une petite remarque. Lorsqu'on est dans le cadre de l'obligation des travaux lourds, les charges sismiques prises en compte sont égales à 60% de celles qui sont prises en compte pour le neuf. C'est une espèce de compromis qui est censé rendre acceptable, on va dire, le coût d'une intervention, ce qui est très théorique, mais dans la pratique, qui ne marche pas du tout. Les méthodes de calcul, les méthodes les plus classiques et les plus couramment utilisées sont les méthodes dites statiques linéaires. Alors, elles se déclinent en sous-méthodes. Les plus sophistiquées sont les dynamiques non linéaires. Elles sont tellement sophistiquées qu'on ne les maîtrise pas du tout et qu'en fait elles ne marchent pas si bien que ça, tellement elles sont sophistiquées. Le compromis, et ça il y a un consensus assez général au niveau mondial pour dire que c'est un compromis, c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé jusqu'à présent, sont les méthodes dites en poussée progressive, qui consistent à imaginer par le calcul qu'on pousse progressivement le bâtiment en statique progressif pour aller jusqu'à ces zones, on va dire, de non-linéarité, de plastification, d'endommagement. Et on peut comme ça, on va dire, cerner au plus près de ce qu'on peut aujourd'hui par le calcul, le comportement potentiel d'un bâtiment sous une charge sismique. C'est très peu utilisé. On sait faire, c'est très peu utilisé. Concrètement, c'est plutôt la première méthode qui est utilisée, qui a comme inconvénient majeur d'être ultra surdimensionnante. Et donc de conduire des travaux très lourds. Juste un petit... Là, je passe là-dessus, c'est pas essentiel, et je vois que le temps passe. Deux approches alternatives, parmi d'autres, mais que je souhaite mettre en exergue. La première, ce sont les approches dites probabilistes. Et la deuxième, ce sont des approches relativement anciennes, et très théorisées et mises en pratique dans différents contextes. Et l'autre approche, c'est un projet personnel que je mène depuis une dizaine d'années, à caractère expérimental, dans tous les sens du terme. Les approches probabilistes sont utilisées depuis plus de 20 ans dans de nombreuses institutions internationales, par exemple les associations qui gèrent les barrages, les risques liés aux ruptures de barrages, par exemple. La seule réglementation parasismique au monde qui l'utilise, c'est la réglementation suisse depuis 2004, avec deux versions successives, 2018 et 269/8, donc la SIA, Société des ingénieurs architectes suisses. Pourquoi cette réglementation ? Pourquoi les Suisses ont mis ça en place ? Parce qu'ils ont voulu mettre en application l'Eurocode en 2003. Ils se sont aperçus que l'Eurocode n'avait aucune incidence majeure économique sur le neuf, que ça ne coûtait pas plus cher qu'avant. Ils se sont aperçus par contre de manière très pragmatique que sur l'existence, ça avait des conséquences énormes d'un point de vue économique, que ce n'était pas gérable, ça coûtait trop cher, que les méthodes n'étaient pas adaptées. Et donc ils ont inventé leur propre méthode, qui est vraiment unique au monde, basée sur des concepts qui étaient antérieurs, mais appliqués ici au risque sismique et à l'existant. Donc, je passe peut-être là-dessus. Juste pour dire que les approches probabilistes sont basées sur le fait qu'on divise le risque en 3 niveaux d'acceptabilité. Le risque acceptable, c'est celui qu'on accepte sans rien faire. Le risque tolérable, c'est celui qu'on accepte plus ou moins, mais s'il y a moyen de le réduire, on va le réduire, si ce n'est pas trop cher. Et le risque inacceptable, intolérable, c'est celui qu'on n'accepte pas et pour lequel on met en place les moyens qu'il faut pour le réduire à un niveau acceptable. J'explique les... Alors, ici, c'est le risque du coup à l'échelle sociétale, collective.
Le F, c'est la probabilité. Alors oui, je vais y venir après de toute façon. Ces 10 puissance moins 8 et 10 puissance moins 4, ils sont essentiels. C'est la probabilité de mortalité. Alors ici, pour un certain nombre de personnes, 10, 100 000, mortalité humaine par an. En gros, si je prends un exemple, je me mets dans la zone verte et je prends ce point-là, ici, on dit que si la probabilité que 10 personnes meurent chaque année est de 10 puissance moins 7, une chance sur 10 millions, alors on l'accepte. On accepte tout à fait qu'il y a une chance sur 10 millions que 10 personnes meurent chaque année. 10 personnes au cours d'un même événement. C'est important psychologiquement. Par contre, on n'accepte pas que 10 000 personnes meurent avec une probabilité, chaque année avec une probabilité de 10 puissance moins 6, donc une chance sur 1 million. On n'accepte pas. Une chance sur 1 million, c'est très faible, mais 10 000 personnes, c'est trop. Psychologiquement accepté, même si ça n'arrivera jamais, mais si ça arrive, on ne l'accepte pas. Ça n'arrivera jamais, entre guillemets. L'approche SIA, c'est une espèce de retransposition de ça, mais à l'échelle du risque individuel uniquement, pas collectif, où le risque dit acceptable, qui n'a pas le même sens exactement que juste avant, mais c'est à peu près le même sens, c'est 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 5, c'est le risque que vous ou moi avons de mourir chaque année à cause d'un accident, on va dire, de la vie courante, d'un accident de voiture, d'une maladie ou des choses comme ça. On accepte tous ce risque. Donc l'idée, c'est de dire que si la probabilité de mourir d'un séisme est du même ordre, on l'accepte. Ce qui peut paraître assez logique. Toute l'approche probabiliste suisse est basée là-dessus. Bon, il y a d'autres concepts sur lesquels je vais passer parce que je sens que je n'ai pas le temps, mais sur le fait qu'on va dimensionner les bâtiments par rapport à ce risque acceptable, qui est beaucoup plus laxiste que l'est par exemple l'Eurocode, qui ne fixe pas de niveau, mais qui implicitement met des risques acceptables à 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 8, qui sont bien plus élevés, bien plus exigeants que ce qui est raisonnablement utile. Et donc trop exigeant pour l'existant. Je passe là-dessus. Je finis juste en disant que l'intérêt des approches probabilistes, c'est que dans les approches classiques, finalement dans cette formule assez classique qui dit que le risque sismique, par exemple, est le produit de l'aléa sismique, la probabilité qu'il y ait un séisme, la vulnérabilité des constructions, plus ou moins capables d'encaisser les secousses sismiques, et la valeur des enjeux, humains ou matériels, finalement, on n'agit que sur la vulnérabilité. Le seul paramètre sur lequel on agit, c'est la vulnérabilité. C'est bien, mais c'est assez limité. L'intérêt de raisonner avec une approche probabiliste du risque, c'est que du coup, le niveau du risque lui-même, on peut le fixer librement. Le niveau de la vulnérabilité, on peut aussi le fixer librement. Et les enjeux, les personnes humaines, on peut aussi les gérer comme un paramètre. C'est-à-dire jouer sur les usages, jouer sur la manière, sur le taux d'occupation, la nature de l'occupation, la nature des mobilités, le fait qu'on va occuper un étage ou le rez-de-chaussée ou le niveau supérieur. Tout ça, c'est des éléments sur lesquels on va pouvoir agir et pouvoir moduler le niveau de risque final. Et donc l'intérêt, entre autres, en plus d'offrir plus de leviers, on va dire, aux concepteurs, c'est que l'architecte peut jouer un rôle aussi plus important, parce que du coup, la question des usages peut se retrouver au cœur de la réflexion. J'en viens, il me reste combien de temps ? 5 minutes, à du coup une autre approche que je propose, donc qui est un projet que je mène depuis maintenant 10 ans, qui est un projet basé sur la mise en place, la conception et la fabrication d'une machine destinée à secouer des bâtiments existants, et destinée à reproduire ces bâtiments existants des secousses de même nature que celles qui seraient provoquées par des séismes majeurs, pour éprouver pour de vrai la capacité de résistance d'un bâtiment. Je teste des bâtiments qui vont être démolis, qui sont voués à la démolition, qui n'ont plus aucune, entre guillemets, valeur marchande, et je vais en tirer un maximum de leçons pour les appliquer, pour en faire bénéficier d'autres bâtiments qui vont être conservés et qui seraient d'une nature suffisamment proche pour pouvoir bénéficier de ces leçons, pour faire court. Je passe rapidement sur les principes. Je vais aller directement à la vidéo. L'historique, on s'en fiche. Enfin, c'est pas le plus important. Ça, c'est le bâtiment, donc un bâtiment à Liture, une ancienne école primaire, toute petite, de campagne, vouée à la démolition, que j'ai du coup éprouvé avec mon dispositif. Donc ça, c'est les plans étage rez-de-chaussée du bâtiment, juste pour montrer que le bâtiment était dans un état très vétuste et qu'il a fallu, la première année de campagne d'essai, désolidariser le bâtiment initial de toutes les adjonctions qui avaient été faites au fil des années pour ne tester que le bâtiment d'origine.
Donc beaucoup de marteaux-piqueurs et de disqueuses pour cela. Voilà, ça a pris plusieurs semaines. L'instrumentation, je ne rentre pas dedans. Les balourds, donc 2 systèmes de balourds, les mêmes balourds que vous avez dans votre téléphone portable qui font vibrer votre téléphone quand vous êtes dans votre vibreur, sauf qu'il y en a 2, ils sont un peu plus gros, et quand ils se mettent en action ensemble, ils entraînent une force horizontale cyclique qui fait osciller le bâtiment dans une direction qu'on choisit. Donc l'idée, c'est de secouer dans un sens, dans l'autre sens, et de voir le comportement du bâtiment dans ces 2 directions principales. Je montre la vidéo de quelques essais qui ont été faits du coup en 2023 et 2024, donc sur ce bâtiment. Je ne sais pas si... Ah, si, donc les balourds qui se mettent doucement en action. Je monte la vitesse des balourds jusqu'à atteindre la fréquence de résonance du bâtiment, ici dans la direction longitudinale. Donc des systèmes d'axes connectés à un moteur en bleu qui entraîne ces balourds. Dans un espace rien de visible. Voilà. Le poteau qui ne bouge pas, ça ne fait pas partie du bâtiment, c'est ce qui a été désolidarisé. C'est un bloc de béton qui ne demandait qu'à tomber depuis pas mal de temps. Hein. C'est pas à cause de mes secousses qu'il est tombé, il est juste tombé un tout petit peu plus tôt. Voilà. Donc, alors, les résultats, les mesures sont en cours de dépouillement. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que l'accélération en toiture atteinte ont été d'un demi-G dans la direction des essais que vous venez de voir, de 0,8 G dans l'autre direction, pour lequel il n'y a pas de vidéo, enfin pas aujourd'hui en tout cas. Ces accélérations sont supérieures à celles qu'impose la réglementation française aujourd'hui pour le neuf. Donc elles sont bien supérieures à celles qui seraient imposées pour un bâtiment existant. Ce qui veut dire que le bâtiment a, alors c'est pas un séisme, mais les accélérations sont de même nature que celles du séisme pour lequel il serait censé résister, et semble-t-il, bien que très endommagé, bien que en conditions très mauvaises, il a résisté de manière extrêmement bonne. Et à défaut de démontrer de manière définitive que les bâtiments liture tiennent très bien les séismes, en tout cas, ces essais, dans un premier temps, sont suffisants, de mon point de vue, déjà pour, je dirais, semer le doute dans l'esprit des bureaux d'études et des maîtres d'ouvrage, pour dire, attention, les bâtiments liture ne sont pas des châteaux de cartes qui tombent à la moindre secousse, ils sont capables d'encaisser des efforts et des secousses sismiques très importantes. L'idée, alors ça oui, c'est quelques photos des dommages, enfin de la structure avant et après essai, qui montrent en gros qu'à part des blocs qui étaient déjà en équilibre précaire qui sont tombés, il y a eu très peu de nouveaux dommages visibles. Il y a des dommages invisibles qui ont été mesurés, c'est-à-dire les fréquences de résonance, je parle du coup plutôt à François, ont été réduites d'une manière significative. On est passé par exemple de 8 à 6 Hertz. Voilà, donc il y a eu un endommagement invisible de la structure qui montre qu'elle a travaillé, mais rien de dangereux, en tout cas pour un hypothétique usager, à part des chutes quand même de plâtre, mais qui pourraient très bien être repris par des dispositions très simples et très peu coûteuses. Les perspectives, donc, c'est d'exploiter complètement les résultats, de prélever des éprouvettes dans le bâtiment, de les tester en laboratoire pour avoir des caractéristiques telles que celles qu'on aura pu avoir sans faire les essais pour caractériser mécaniquement et géométriquement le bâtiment, faire des corrélations entre ces caractéristiques et les résultats, faire des campagnes d'essais idéalement sur d'autres édifices à liture de même nature, par définition de même nature, ils sont tous de même nature, et de contribuer à moyen ou long terme à la mise en place de nouvelles méthodes d'évaluation du comportement sismique des bâtiments existants pour contribuer à leur préservation sans surcoût et sans dégradation de leurs caractéristiques architecturales et leur intérêt, pour dire, public.
Merci. Merci Alexandre. Özlem Lamontre, architecte, INSA de Lyon. Merci pour votre présentation. Je suis originaire d'Istanbul, donc j'ai vécu 2 tremblements de terre assez importants, moi-même. Et après, bien sûr, qu'on a eu il y a 1 an et demi un gros tremblement de terre sud-est de Turquie et Syrie. Maintenant, il y a Istanbul, par exemple. Votre présentation me fait penser à ça parce que depuis 2-3 ans, comme ça passe 200 ans, encore on attend une grande tremblement de terre à Istanbul. Donc, les autorités, ils sont en train de faire le forcing, dans une manière ou d'autre, que de chaque bâtiment, on prend de carottage. Après un moment, on peut dire que, OK, nous, en tant qu'architectes ou ingénieurs, moi, je ne suis pas ingénieur, on peut voir un petit peu la valeur des choses, mais ça, à un moment, passe aussi à une approche politique, stratégie politique. Mais l'autre côté, on est en face d'avoir beaucoup de bâtiments qui étaient contrôlés. Tout le monde doit faire contrôler ces bâtiments qui sont construits avant certaines dates. Je ne me rappelle pas maintenant, mais ça veut dire que ça me fait penser à une chose, qu'il y a un gros impact quand même sur le patrimoine architectural. Par exemple, si vous regardez l'exemple de l'Université Beaux-Arts Mimar Sinan d'Istanbul, des palais du 19e fond mer, et après, sublime extension de Bar Zedat Kiyaldam qui a été faite. Donc, ils ont construit, ils ont fait un renforcement comment vous dites ça en français, renforcement des bâtiments existants, c'était un désastre. Ça veut dire que quand on arrive avec une panique, un petit peu en vitesse de faire les choses, on donne beaucoup de mal au patrimoine, au héritage déjà, et aussi patrimoine architectural, même des monuments qui est classé. Donc, à un moment, il y a aussi beaucoup de réactions qui arrivent à proposition des ingénieurs. Moi-même, par exemple, il y a 2 mois que je regarde un projet, je ne suis pas si compétent, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Quand on travaille sur le renforcement d'un bâtiment existant, comment les ingénieurs et les architectes peuvent communiquer pour trouver des solutions, les alternatives, je vais dire, tout en respectant un petit peu l'identité spatiale et architecturale du bâti? Ou est-ce qu'il y a possibilité? Alors, si vous me posez la question de comment un architecte et un ingénieur peuvent communiquer, vous tombez sur la mauvaise personne, parce que moi j'échoue depuis 20 ans en tant qu'enseignant de STA dans une école d'architecture. Donc je suis très mal placé pour vous expliquer comment on fait pour communiquer, se comprendre et même s'apprécier pour cohabiter. Donc voilà, sur cette question-là, qui est une vraie question, malheureusement, vrai de vrai, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Après, pour donner une réponse beaucoup plus terre à terre, et sans même rentrer ni dans les approches probabilistes, auxquelles je crois énormément, qui sont d'une puissance qu'on a à peine encore aujourd'hui, je dirais, effleurée, voilà. Ou d'approches comme la mienne, qui a un caractère expérimental et qui a des chances de succès, je suis réaliste, assez limitées, parce que je sais très bien tous les obstacles politiques, notamment qu'il faudra franchir, et je dirais que ce genre de recherche n'a aucun intérêt pour le microcosme du monde de la construction. Il existe encore aujourd'hui, alors en fait je me raccroche à la Suisse. Et quand je parle d'espace d'ouverture, je l'ai dit, c'était implicite, mais je n'ai pas été explicite. Il n'y a pas d'obligation dans plein de situations en France, ce qui veut dire qu'en fait on peut faire ce qu'on veut et s'appuyer sur éventuellement les normes qu'on veut, y compris les normes suisses. Je pense que rien ne l'empêche réglementairement de dire on va justifier le bâtiment avec des approches étrangères, et par exemple suisses, qui sont aujourd'hui, je pense, les plus performantes au monde. Sans parler d'approche probabiliste, le simple fait de faire ce qu'on appelle des calculs en déplacement, ce que j'appelle push-over, déplacement, poussée progressive, tout ça c'est synonyme, ce sont comme des approches d'ingénierie relativement classiques, relativement anciennes, donc assez bien maîtrisées. Je ne dis pas qu'elles sont simplissimes, mais elles sont quand même relativement maintenant connues. Et déjà, un bureau d'études qui utilise ce genre de méthode, plutôt que des approches de statique, qui sont les plus courantes, les moins compliquées à utiliser et les plus rentables pour un ingénieur, très concrètement. Déjà, ça permet d'avoir un dimensionnement beaucoup plus proche de la réalité. Et à défaut d'aider le dialogue entre l'architecte et l'ingénieur, ça permet à l'ingénieur de proposer quelque chose d'un peu plus acceptable.
et d'un peu moins coûteux. Voilà. Donc, et ça, c'est des choses qui existent déjà. Voilà. Sans parler de ce dont je parle qui est peut-être un peu plus utopique, on va dire, en tout cas un peu plus long-termiste. Ouais, si je peux me permettre, c'est moins la question de la relation architecte-ingénieur que de celle de la relation avec la norme, sachant que l'ingénieur est trop caricaturé comme étant celui qui applique la norme et qui la fabrique. Mais toi, en tant qu'ingénieur, tu es en train de chercher des alternatives aux approches normatives, précisément. Et il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont dans cet esprit-là. Typiquement, quand tu poses la question de savoir s'il y a des alternatives par rapport à justement une approche lourde d'intervention qui serait pas respectueuse de l'existant, c'est l'objet de ce genre de choses. Sachant que de toute façon, que ce soit dans ce principe d'essai sur un exemple représentatif d'une typologie ou des calculs qui vont prédire le comportement à partir de ce qu'on sait de l'édifice, on va toujours se heurter effectivement à la difficulté, soit de représentativité, parce que malgré tout, les bâtiments d'aliture, ils sont variés, et ils ne forment déjà qu'un petit ensemble, donc il faudrait faire une approche comme ça sur toute la variété typologique si on veut aborder toute une agglomération, parce qu'il y aura des bâtiments de type aliture, il y aura des bâtiments de type coloniaux, il y aura, de type autoconstruction en bois, enfin bref. Et puis ensuite, pour faire des évaluations par calcul, même avec du pushover modélisé, il faut avoir accès aux propriétés des matériaux, mais c'est finalement, que ce soit pour le parasismique ou pour la qualité thermique des édifices, la question d'intervention sur existence se heurte aussi à ça de façon très très frontale. Et quand on cherche à caractériser un corpus sur une agglomération et sa performance thermique, on se pose toujours les deux mêmes questions, celle de la typologie et est-ce que ça a du sens de parler de typologie, sachant qu'au sein de chaque typologie, il y a tellement de variétés, c'est difficile, et de la connaissance du bâti existant, parce que c'est tout un monde de savoir qui s'appuie sur la connaissance des historiens de la construction, du diagnostic, de la mesure, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, j'ai l'impression de faire un cours, mais... Mélanie Méné-Philippe, moi j'avais une question. Est-ce qu'en parallèle de ces manipulations qui sont très ingénieuses, j'avais jamais vu ça, est-ce que vous avez fait en parallèle donc ce matin on parlait d'outils de connaissance du bâtiment existant. Est-ce que vous travaillez aussi avec des relevés, des diagnostics de type ferroscan, carbonatation de béton, même parlez là de prélèvement d'éprouvettes. Est-ce que vous faites des carottages sur le béton aussi pour comprendre sa composition même, avant même de le faire vibrer et de voir sa réaction? Est-ce qu'en parallèle, vous avez ce genre d'outils ou pas dans votre méthodologie? Oui et non. Dans l'esprit, le bâtiment, le but c'est de le tester le plus intact possible. Donc surtout pas faire trop de prélèvements qui pourraient modifier ces caractéristiques, même si ce n'est pas un carottage qui va changer grand-chose. Par contre, l'idée, effectivement, c'est, dans les limites du budget dont je disposerai, de faire un maximum de relevés par ferroscan ou équivalent, de relevés visuels, parce que l'intérêt d'un bâtiment comme ça qui va démolir, c'est qu'on peut le piquer aussi. Et l'idée, ce sera pour avril prochain, c'est d'arriver avec un marteau-piqueur et de découvrir tous les aciers et de faire une belle cartographie des aciers visuels. C'est de faire un maximum de carottage pour avoir les caractéristiques mécaniques du béton, mécaniques, chimiques dans la limite du budget dont je disposerai, donc carbonatation, composition des bétons aussi, composition chimique, quel type de sable, quelle teneur en sel. Il y a beaucoup dans ces bétons, il y a aussi beaucoup de sable de mer utilisé, donc aussi pas mal de sel. Quel type de granulat, on sait déjà plus ou moins, mais en tout cas quelles caractéristiques de granulat mécanique. L'idée, c'est d'aller aussi loin que possible dans la connaissance, je dirais, objective des matériaux et de leur géométrie, la manière dont ils sont mis en œuvre, pour pouvoir faire des modélisations les plus fines possibles et de les confronter aux résultats des essais. Et de calibrer, on va dire, des modèles numériques en pushover ou entre autres, ou avec d'autres méthodes,
qui après serviraient de médias d'extrapolation pour tester par le calcul pur, parce que le calcul a comme ça intérêt de pouvoir extrapoler des choses de manière très puissante, à d'autres bâtiments à liture, dont on jugerait que leurs caractéristiques mécaniques et chimiques sont suffisamment proches de ce qui a été testé. Ça pose voilà, c'est à la fois très simple et très compliqué, pour que l'extrapolation soit faisable. Voilà. Elle ne marchera que si les distances à franchir, évidemment, ne sont pas trop grandes. C'est juste un complément. On sait aussi que le contexte intervient énormément et d'une parcelle à une autre, le type de sol peut changer. D'un bâtiment à une autre, le type de fondation peut changer. Et c'est très important. Enfin, sur le tremblement de terre de Mexico, on s'était aperçu que, en fait, c'était des bâtiments moyennement fondés sur des parties en alluvion qui avaient explosé, alors que des bâtiments fondés profondément sont restés. Les bâtiments qui flottaient sur le sol n'ont rien eu. Donc, cette différence de contexte, est-ce qu'on arrive à la prendre en compte, ou est-ce que vous êtes dans cette zone et puis point barre? Quand vous dites on, c'est ce type d'approche, ou c'est en général aujourd'hui dans l'ingénierie contemporaine? En réglementation, il n'y a pas de prise en compte fine du contexte. Et est-ce que vous arrivez à faire accepter que le contexte soit bien pris en compte? Alors, je vous rassure, enfin, je dirais, dans la limite, évidemment, des connaissances scientifiques actuelles qui sont par définition ce qu'elles sont, donc pas parfaites, mais loin d'être misérables. Oui, la question du sol est quand même prise en compte de manière très, très précise et très explicite dans n'importe quel dimensionnement sismique. Donc, ce sont des études géotechniques qui sont faites, qui caractérisent le sol, et ensuite, les calculs qui se font prennent en compte de manière très explicite le sol, qui sont classés en différentes classes de sol, et qui, en fonction de leur classe, vont générer des types d'accélération, aussi bien en termes d'intensité que, je dirais, de gamme de fréquences d'excitation, qui vont être différentes. Donc oui, on le prend en compte. Est-ce qu'on le prend bien en compte? J'ai envie de dire qu'il n'y a que les retours d'expérience qui nous permettent de dire Mexico était typiquement un retour d'expérience où on s'est dit, jusqu'à présent, on ne le prenait pas si bien en compte. Et puis, chaque séisme est souvent l'occasion de se rendre compte, ça, on pensait bien le prendre en compte, et puis on ne le prenait pas si bien en compte que ça, donc on améliore. Donc, aussi bien sur les connaissances de la structure que du sol, il y a plein de choses qu'on prend en compte, et de plus en plus en compte. Après, c'est toujours de manière imparfaite, c'est toujours de manière provisoire, et les connaissances évoluent sans arrêt. Mais en tout cas, pour répondre simplement à votre question, oui, c'est pris en compte de manière assez savante, on va dire. Sans doute imparfaite, mais assez savante. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc Théo Venceslas, enseignant-chercheur ici en STA aussi. Moi, je poserais une question pour rentrer un petit peu dans un détail d'une question que vous avez abordée, pour comprendre un peu plus, et voilà, par curiosité. Vous avez évoqué la différence d'impact sur l'action de rénovation qu'on devrait avoir en fonction de si on a une approche probabiliste type suisse ou si on utilise les Eurocodes 8. Est-ce que justement ça, vous pouvez détailler un petit peu plus pour comprendre pourquoi ça engendre des dimensionnements très différents de l'action qu'on aurait sur le bâtiment? Je dirais que ça joue à deux niveaux. Déjà, les approches suisses utilisent les méthodes en déplacement qui sont possibles avec l'Eurocode. L'Eurocode prévoit les approches en déplacement. Donc en tant que tel, l'Eurocode n'est pas une limite. Mais comme l'Eurocode permet d'autres approches et que les autres approches sont plus simples, c'est les autres approches qui sont utilisées dans la pratique par les bureaux d'études. Donc finalement, la faiblesse de l'Eurocode, c'est qu'il laisse trop de choix, d'une certaine manière, sur des approches plus ou moins satisfaisantes sur le plan d'un dimensionnement assez près de la réalité. Et l'autre réponse à la question, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer avec cette diapositive. C'est ça. C'est que l'approche suisse permet déjà de moduler le niveau de risque qu'on vise. Le simple fait de dire, c'est pas la peine de viser un risque zéro, enfin le risque zéro n'existe pas ni pour l'Eurocode ni pour rien, mais viser un risque très faible, mécaniquement, ça génère des renforcements qui vont être très coûteux et qui vont être plus coûteux que ça n'a d'intérêt par rapport à ce qu'on cherche en tant qu'être humain, c'est avoir une chance raisonnable
de pouvoir vivre en bonne santé un certain temps. Mais personne ne vise vivre 200 ans, personne ne vise être sûr à 100% de dépasser 70 ans. On veut juste avoir une bonne chance de penser que c'est possible de dépasser 70, 80 ans. Et en gros, le fait de pouvoir moduler ce risque en disant on accepte de mourir chaque année avec une probabilité de 1 sur 100 000. Du coup, c'est à la fois très exigeant si on dit que 1 sur 100 000, c'est quand même, ça va, tranquille. 1 sur 100 000 chaque année, on peut dormir sur nos 2 oreilles, il y a peu de choses que ça nous arrive. Et en même temps, objectivement, c'est assez élevé. Enfin, c'est pas négligeable, parce que en fait, Et si on passe de 1 sur 100 000, ce qui est très abstrait, à 1 sur 10 000, on pourrait dire 1 sur 10 000, même 1 sur 1000, on pourrait dire une chance sur 1000 de mourir chaque année, ça pourrait sembler acceptable en première approche. Sauf qu'1 sur 1000, c'est un risque bien plus élevé, pour le coup, que n'importe quelle activité courante que vous faites tous les jours. Et donc c'est considéré comme inacceptable. Et alors je me perds un peu dans ma réponse, mais le fait déjà de fixer ce niveau de risque à un niveau raisonnable permet de réduire les exigences en termes de tenue au séisme, d'un point de vue structural, et de réduire le dimensionnement du bâtiment, qu'il soit neuf ou existant, mais pour l'existant, évidemment, l'enjeu économique est beaucoup plus fort. Et le fait de pouvoir jouer aussi sur les enjeux de manière explicite, je vais donner un exemple très simple, un peu bateau, un peu bébête, mais l'école de Morne-à-l'Eau, qui n'est plus une école, où il n'y a plus que 3 occupants en même temps plutôt que 50 ou 100 élèves. Et bien, en passant de 100 élèves à 3 élèves, on divise le risque par 30. Le simple fait d'avoir moins d'occupants suffit à rendre le risque acceptable, à diviser le risque par un facteur 30. Donc c'est aussi un moyen d'action, de dire, voilà, moins d'occupants. Si on les met au rez-de-chaussée plutôt qu'à l'étage, on change aussi la probabilité, non pas de vulnérabilité du bâtiment, mais vulnérabilité des personnes. C'est aussi un autre paramètre qu'on peut aussi mettre qu'on peut rendre explicite, et faire en sorte que les occupants soient placés en situation de réduire leur propre vulnérabilité. On peut aussi y mettre des occupants malades qui, de toute façon, ont une chance sur 100 de mourir dans l'année. Exactement. Et donc, on peut... Non, mais en dehors de ça... Je n'ai pas pensé à ça, mais... La question est assez proche aussi de ce qu'on peut... essayer de travailler en termes de thermique. C'est-à-dire que est-ce qu'on est bien à 19 degrés? Est-ce qu'on accepte d'aller à 18, à 17? En fait, c'est quelque chose qu'on peut travailler en réalité. Et j'ai invité donc Madame Kerr-Costanzo à rejoindre la table pour qu'on puisse réouvrir la discussion sur l'ensemble des 2 interventions de cette session, sachant que effectivement il y a quand même des enjeux qui pourraient être partagés sur les contraintes et les potentiels. On voit que dans les 2 cas, les contraintes sont dues pour partie à la réglementation, qui peuvent être inappropriées pour l'existant. Des contraintes qui sont liées à la spécificité des édifices, qui sont de l'ordre de la matérialité de l'édifice, dans les 2 cas, qui sont aussi, par exemple, le fait que ce soit préfabriqué, c'est une spécificité qui amène des contraintes, mais qui pourrait aussi amener du potentiel. Le fait que les matériaux sont peu connus, probablement dans les 2 cas. Les contraintes, elles peuvent être liées à des spécificités d'ordre symbolique, mais dans les 2 cas aussi, que ce soit avec une valeur positive ou une valeur négative. Et puis ensuite, du côté du potentiel, on a dans les 2 cas aussi, que ce soit chez Alitur ou sur les cités d'EDF, des qualités qui ont besoin d'être caractérisées, mieux connues et mieux reconnues. Oui. Oui, Isabelle Génic. J'avais une question, parce qu'en fait, qui est un peu sous-jacente à vos 2 présentations, mais surtout sur le cas d'école, est-ce que ça vaut le coup, en fait, de réemployer, réhabiliter? Et en fait, je trouve que, est-ce que ça vaut le coup? C'est pas. En fait, on se pose la question, parce que c'était ça la question d'évaluer la qualité, comment on peut le démonter, etc. Et tous les 2, à chaque fois, vous dites
ah oui, bah là en fait, enfin tout ça passe à l'évaluation du coût exactement de cette réhabilitation. Je ne sais pas si dans le séminaire entier il y a cette approche du coût de la réhabilitation en réalité par rapport à peut-être demain. Et je trouvais que c'était un cas assez intéressant parce que ça implique effectivement d'autres choses et notamment voilà les finances de ces collectivités. Est-ce qu'elles peuvent se permettre et je trouve que c'est pas explicite. Enfin, est-ce que par exemple dans ce cas-là, ça a été chiffré qu'est-ce que ça veut dire de démanteler, qu'est-ce que ça veut dire de retravailler, de réhabiliter les bâtiments. Est-ce que cette question économique qui est extrêmement importante dans la construction, est-ce que ça a été un élément de décision? Alors, pour le cas de Chostive, je ne pense pas qu'ils aient essayé de savoir combien ça pourrait leur coûter de démanteler, parce qu'en fait, je pense que pour la collectivité locale, ça ne pose pas de problème d'avoir cette cité comme ça, à l'état de délabrement. Ça sert pour les pompiers, et eux, la collectivité, en fait, elle ne voit pas l'intérêt de démanteler ça, à mon avis. Elle ne voit pas l'intérêt environnemental que ça pourra avoir de démanteler cette cité, de réutiliser les matériaux. Et effectivement, le problème du coût, de toute façon, c'est toujours ce qui impacte le plus, je pense, la réhabilitation. Parce que il faudrait sans doute plus de financement de la part des collectivités publiques pour pouvoir engager des vrais travaux de réhabilitation, quoi. Enfin, c'est sûr, de toute façon, le coût, ça revient toujours à être le problème d'un projet de réhabilitation, quoi. Qu'on soit dans peu importe le type de construction auquel on a affaire, quoi. Non, mais je pensais aussi parce que dans l'autre cas aussi, en réalité, on comprend bien l'intérêt de préserver. En tout cas, je ne sais pas, ça a été chiffré en une démolition, la valeur patrimoniale de ces bâtiments. On comprend un peu. On se dit qu'effectivement, ces tests sont dans l'optique de préserver et des ressources et d'éviter des coûts de déconstruction, etc. Mais ces recherches, elles ont aussi un coût elles-mêmes. Et c'est rien. À côté des budgets de travaux de renforcement, le coût de mes recherches est ridicule. Je peux vous le garantir. Peut-être aussi faut-il que dans les coûts, on mette beaucoup plus de choses que ça, et dans les bénéfices aussi, c'est-à-dire que si c'est le coût de l'opération et les bénéfices de l'opération, et si on regarde le bénéfice pour la société et le coût de ne rien faire de façon beaucoup plus globale, peut-être qu'on arrive à d'autres équilibres. Il me semblait qu'il y avait d'autres questions. La machine coûte 30 000 € et chaque campagne d'essai, c'est à peu près 5-6 000 € de coût de fonctionnement. Et quel est le coût de réhabilitation au mètre carré de notre bâtiment qui est à côté ? Alors on a encore 3 minutes, pardon, si on veut respecter stricto sensus le temps. Il me semblait avoir vu des mains levées derrière, non ? Non mais s'il y a personne. Donc c'est une question pour Alexandre. Est-ce que, alors donc du coup, vis-à-vis justement de l'équipement qui est utilisé pour faire l'essai, est-ce qu'il n'y a pas une question assez technique, est-ce qu'il n'y a pas une question de déformation, de déplacement préférentiel, vu que c'est 2 axes à des points précis, la déformation est peut-être localisée vis-à-vis du reste du bâtiment. Bon, c'est... Ouais, mais bon, c'est juste pour donner un ordre de grandeur des questions peut-être qu'on se pose quand on fait ce genre d'expérimentation. Alors, je vais répondre à la question telle que je l'ai comprise. Oui, c'est sûr que selon l'endroit où je choisis de poser mes axes verticaux et mes pas lourds, je ne vais pas agir de la même façon sur le bâtiment et cette action sera ou non conforme à ce que serait une action sismique. Après, j'ai envie de dire que je me posais cette question, ces termes-là au début, et d'ailleurs j'ai disposé mes axes de sorte à être représentatif d'une action sismique, donc en gros exercer mes charges au niveau du centre de gravité du bâtiment. Mais en fait, ça n'a aucune importance, parce que ce qui m'intéresse
c'est pas tant le comportement du bâtiment, c'est le comportement de chacun des éléments de contreventement. Chaque portique, de chaque mur. C'est ce module-là qui m'intéresse en fait. Et finalement, ce module, qu'il soit excité d'une façon ou d'une autre, ce qui m'intéresse, c'est sa réponse individuelle. Parce qu'une fois que je connais sa réponse individuelle, après, je peux le recombiner pour d'autres bâtiments, avec d'autres géométries. Et finalement, le fait d'avoir excité le bâtiment comme l'aurait fait un séisme, finalement, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que chacun des éléments de contreventement pris individuellement a été poussé le plus possible dans ses retranchements, dans son domaine non élastique, non linéaire, pour voir combien il en a, on va dire, sous le capot avant de s'endommager. Et quand on regarde un bâtiment avec plusieurs planchers, ça devient encore plus complexe parce que du coup, il faudrait reproduire les modes propres de vibration. Mais c'est très technique. Est-ce que, en guise de conclusion, il y a une question d'ouverture peut-être ou pas? Moi, ouais. J'ai juste peut-être une petite remarque, une réflexion. Allez-y. Non. Bonjour, Olivia Lockhart, je suis architecte et je travaille aussi à l'ENSAL. On a une délégation. Je voulais juste rapidement revenir sur l'intervention de Caroline, mais peut-être que ça fera un tout petit peu office d'ouverture, je ne sais pas. J'ai levé la main quand même. En fait, je voulais vous remercier pour vos deux interventions que j'ai trouvées vraiment super intéressantes. Et particulièrement en fait de vous intéresser à cette espèce d'héritage préfabriqué un peu ordinaire et c'est vrai qu'on a eu un peu le débat ce matin, du coup on peut revenir dessus, mais c'est super intéressant que des archis, au-delà de la dimension recherche, s'intéressent à la réhabilitation de ce type de patrimoine. Donc on en a un peu parlé à midi rapidement aussi, mais du coup j'ai retrouvé aussi le nom de Nicole Condorcet, dont je voulais parler, qui a fait tout un travail d'accompagnement à l'autoréhabilitation de quartiers résidentiels où il y avait effectivement un enjeu très social. Et en fait, elle parlait d'accompagner en laissant faire la réhabilitation. Et du coup, ça fait pas mal écho avec le projet que vous avez présenté et de la question sociale justement et de la préoccupation en fait des occupants face à ces travaux de réhabilitation. Et je trouve ça super intéressant de voir en fait la posture que Nicole Condorcet adopte par rapport à ça, qui est de se mettre un peu, même en tant qu'architecte, un peu en retrait et d'avoir un changement de comportement vis-à-vis du bâti construit et vis-à-vis des occupants en fait là-dessus. Donc je ne sais pas du tout si c'est une ouverture ou pas, mais en tout cas voilà, je voulais juste vous remercier de vous intéresser à ça. Merci. Oui, c'est juste par rapport à la question économique et le fait de te dire il n'y a pas assez de moyens pour renforcer. À la fois, je ne veux pas dire le contraire, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas mettre de moyens au service. Mais en tout cas, sur la question sismique, pour moi, le problème, il est moins dans le manque de moyens que dans le fait qu'on évalue de manière très artificielle ce que ça coûte, une réhabilitation. C'est-à-dire que quand je parle du palais d'Orléans en Guadeloupe, le coût qui est très élevé, en fait, il est normal. Enfin, il est considéré comme normal par tout le monde. Par l'État, par la DAC de Guadeloupe, par le bureau d'études qui fait des études, par l'architecte qui suit ça. Tout le monde trouve tout à fait normal ce prix qui est un prix standard. Et en fait, comme ce prix standard est très élevé, évidemment qu'il ne peut pas être reproduit. Évidemment, il peut être qu'exceptionnel. De mon point de vue, l'enjeu, il est moins autant des moyens qu'on a que de pouvoir, avec un moyen ou un autre, de pouvoir justifier que des interventions pourraient être beaucoup, beaucoup moins coûteuses, y compris, encore une fois, avec des approches qui existent aujourd'hui, sans parler de recherche, qui sont des approches suisses. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire, peut-être que ça a été fait, des recherches, je ne sais pas si les Suisses eux-mêmes ont, dans quelle mesure ils ont fait des recherches sur leur propre expérience, qui est assez jeune, qui est du coup à une petite vingtaine d'années, sur économiquement, comment ils arrivent à gérer leur réhabilitation ou leur renforcement quand c'est nécessaire, et quel est le coût économique chez eux par rapport aux résultats atteints en termes de niveau de risque, par rapport à ce qui se fait chez nous. Je ne sais pas si ça a été fait comme genre d'étude, mais ça me semblerait en tout cas fondamental de le faire pour ramener peut-être les coûts à ce qu'ils devraient être et pas à ce qu'ils sont aujourd'hui. Merci. On va conclure cette session-là. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que l'évocation de ces différentes contraintes et potentiels sont vraiment de nature à restimuler notre créativité par rapport à ce dont on a l'habitude quand on intervient pour construire du neuf, même si il y a aussi des contraintes liées aussi, il y a aussi des contraintes économiques, etc. Mais là, on s'aperçoit à travers ces interventions que finalement, peut-être, quand on intervient sur l'existant, c'est de nature à remettre en cause plus profondément
la manière dont on doit prendre en compte aussi bien le risque que les questions du confort, que les questions de l'expression architecturale. En tout cas, merci encore à vous deux. Et quelques consignes pour vous qui voulez faire la visite, profiter de la visite qu'a organisée Noura. Là, il y a une pause. J'espère qu'il y a une pause café ou jus, parce qu'il est un peu tard pour le café. Mais ensuite, le rendez-vous est à 17h à l'Être Saint-Maclou. Alors, dans tout bon téléphone portable, via Google Maps par exemple, vous trouverez sans problème la situation de l'Être Saint-Maclou, être A-I-T-R-E. Et vous pouvez vous y rendre avec le T3 qui passe devant l'école d'architecture et qui s'arrête tout près, suffisamment près pour pouvoir y aller à pied ensuite. Et le rendez-vous est à 17h à l'Être Saint-Maclou. C'est une opération plus de restauration, on va dire ça comme ça. Réhabilitation, restauration avec un changement d'usage, mais qui est plus dans l'idée de restauration.